Le dernier changement apporté à Twitter X semble être la suppression de la fonction bloquée, qui permet aux utilisateurs d'empêcher les autres de voir leurs publications et leur contenu. Dans une nouvelle réponse, le propriétaire de X, anciennement connu sous le nom de Twitter, je ne sais plus ce que c'est Twitter d'ailleurs. Twitter, c'est quoi? Un oiseau, non? Elon Musk dit que l'équipe supprimera la possibilité de bloquer les gens. Il affirme que la fonction de blocage n'a aucun sens. La prise de contrôle de Musk a entraîné une refonte majeure de l'écosystème X, notamment l'introduction de Twitter Blue, un service payant. That's good. Salut tout le monde. Alors vous l'avez vu dans l'intro, aujourd'hui on va parler de Elon Musk, qui depuis à peu près un an dirige X, anciennement Twitter. Et en réalité, Musk c'est un peu un prétexte. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux et leur toxicité, et notamment le fait qu'à mon avis, celle-ci est liée en grande partie au modèle publicitaire. Et Twitter s'en est, je pense, l'exemple le plus apparent. C'est un réseau qui nous fait beaucoup de mal. Ça l'était déjà avant bien sûr, mais ça me semble encore plus vrai depuis l'arrivée de Musk, parce que pour moi, toutes les décisions qu'il a prises depuis son rachat du réseau social, disons la plupart, elles ont un but: rendre la plateforme profitable. Et donc les éventuels problèmes que ça suscite, et il y en a beaucoup à mon avis, et on va y venir, ils sont pas tellement liés à Musk directement, ni même aux réseaux sociaux en soi, ils sont surtout liés au business model des plateformes, voire même d'internet au sens large d'ailleurs. Et ce business model, très largement, il est publicitaire. Et dans un épisode il y a quasiment un an, j'avais déjà évoqué le sujet de la pub, en rebondissant sur une vidéo d'Antoine Goya, avec laquelle j'étais pas tout à fait d'accord, cette vidéo-là, dans laquelle Antoine prenait l'exemple de plusieurs créateurs pour parler de sponsoring, de placement de produits, etc. Et moi, mon propos à l'époque, c'était de dire qu'en fait le problème, c'est aussi de savoir de quoi on fait la promotion. Et si on promeut des choses vertueuses, c'est pas forcément un mal. Et ça, je le pense sincèrement, hein. Mais le truc, c'est que du coup, ma vidéo a pu sembler être un genre de défense du modèle publicitaire au sens large, et en fait, ça l'était pas vraiment. Ou plus exactement, je crois que je reproche pas tout à fait les mêmes choses à la pub qu'Antoine, même si on a des points d'accord. Et donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler de ça, et notamment de la toxicité des réseaux sociaux, qui, à mon avis, s'explique justement par le fait qu'on les a structurés autour de la pub. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est qu'en fait, ce qui compte, c'est pas le principe même de la publicité, le problème, c'est l'objet de la pub. Et d'ailleurs, Antoine lui-même, tout bégodo nietzschéoïde qu'il est, fait de la publicité aussi, hein. Quand il nous fait 13 minutes de vidéo pour promouvoir son événement ciné au Club de l'Étoile, c'est un peu un tunnel de vente. Je plaisante évidemment, j'emploie ce terme pour provoquer un peu, mais ce que je veux souligner en réalité, c'est que c'est pas la même chose de promouvoir un événement comme celui-là, où il va y avoir de très bons films qui vont être projetés, qui vont enrichir les spectateurs sur le plan intellectuel et qui vont leur faire ressentir des choses, ou alors de faire une OPSP pour Raid Shadow Legends. L'objectif premier de la publicité, c'est de rendre quelque chose public. Et si cette chose est enrichissante, comme dans le cas de l'événement d'Antoine, c'est pas un mal qu'elle soit connue du public. On est d'accord? Donc voilà, ce clip montre assez bien mon propos de l'époque, c'est normal de communiquer, ça fait partie de la nature humaine, et évidemment, quand on communique sur des projets, des événements, des œuvres ou même des produits, si ceci apporte quelque chose d'utile ou de vertueux aux gens, ça me semble pas tellement être une mauvaise chose. Mais du coup, dans cette vidéo, même si j'en ai parlé, j'ai un peu laissé de côté un élément qui me semble très important, et qui est de plus en plus visible dans ce qui se passe sur Internet, donc au sein de nos sociétés, l'aspect structurant du modèle économique. Parce que oui, et c'est peut-être la première chose à dire, nos sociétés contemporaines sont totalement dépendantes d'Internet, et elles sont modelées par ce qui s'y passe. Et je sais pas pour vous, mais moi, ces derniers temps, plus je passe du temps sur les réseaux sociaux, et c'est particulièrement vrai pour Twitter, plus j'ai envie de me foutre en l'air. Évidemment, je caricature en disant ça, mais je suis foncièrement convaincu, et je suis loin d'être le seul à le dire, que les réseaux sociaux posent un problème assez grave à l'humanité. I don't think these guys set out to be evil. It's just the business model that has a problem. You could shut down the service and destroy whatever it is, $20 billion of shareholder value, and get sued, but you can't, in practice, put the genie back in the bottle. You can make some tweaks, but at the end of the day, you've got to grow revenue and usage quarter over quarter. The bigger it gets, the harder it is for anyone to change. What I see is a bunch of people who are trapped by a business model, an economic incentive, and shareholder pressure that makes it almost impossible to do something else. I think we need to accept that it's okay for companies to be focused on making money. What's not okay is when there's no regulation, no rules, and no competition, and the companies are acting as sort of de facto governments, and then they're saying, well, we can regulate ourselves. I mean, that's just a lie. That's just ridiculous. Financial incentives kind of run the world. So any solution to this problem has to realign the financial incentives. There's no fiscal reason for these companies to change. And that is why I think we need regulation.
Bon, ça c'était un extrait d'un excellent documentaire Netflix dont j'ai déjà parlé sur la chaîne d'ailleurs. Le docu s'appelle The Social Dilemma, derrière nos écrans de fumée en français, et on va y revenir parce qu'il aborde des éléments très importants vis-à-vis du problème en question. Mais avant ça, je voulais qu'on se penche un petit peu sur le cas particulier de Twitter parce que je pense très sincèrement qu'en Occident, parmi les grosses plateformes de réseaux sociaux qu'on utilise, c'est l'une des pires. Et depuis que Musk est aux commandes, bah ça va un peu de mal en pis. Bien sûr, ça se discute, hein, et Elon a toujours son armée de fanboys pour le défendre en ligne, mais quand on regarde un peu la succession de décisions qu'il a pu prendre depuis qu'il dirige X, anciennement Twitter, vous allez voir qu'il y a quand même un motif qui se dégage. Donc à la fin octobre 2022, le 27 octobre précisément, Elon Musk devient enfin, après toute une affaire juridique, officiellement propriétaire de Twitter, et très rapidement il va opérer des restructurations importantes, puisque le 4 novembre, donc toujours 2022, il fait licencier près de 4000 employés, ce qui représente plus de la moitié des effectifs de la firme à cette période. Hein. Twitter comptait 7400 employés environ avant cette vague de licenciements. Je m'arrête ici un moment avant de poursuivre, parce que comme on l'a vu dans l'extrait du docu Netflix, tous ces problèmes qu'on va aborder, ils sont liés à des questions d'ordre économique en fait. Et justement, quand on se penche sur l'aspect financier de Twitter, bah ça donne là aussi matière à réflexion. En 2022, Musk a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars, et en mars 2023, il estimait lui-même que la plateforme valait moins de la moitié de cette somme. En parallèle de ça, au niveau du chiffre d'affaires, Twitter a apporté 5,1 milliards de dollars de revenus publicitaires en 2021 et 4,4 milliards en 2022. Alors ça peut paraître beaucoup, mais en vrai c'est pas ouf du tout. Hein. Facebook, en comparaison, c'est 113 milliards de revenus publicitaires en 2022, par exemple. Et je pense qu'il faut garder ça en tête parce que, vraiment, la question économique, c'est le cœur du problème. Mais revenons-en aux décisions prises par Musk depuis le rachat de Twitter, et en particulier en ce qui concerne la plateforme à proprement parler. Je pense que vous en souvenez, mais en fin d'année 2022, une des premières décisions prises par Musk, ça a été de proposer une certification payante, pour 8 $ par mois, qui donnait droit à différents avantages, mais qui du coup mettait fin au système en place dans lequel les certifications étaient réservées à des personnalités ou des entités publiques. Si vous allez jamais sur Twitter et que vous voyez pas de quoi je parle, la certification, c'était une petite marque bleue, comme on peut en voir sur plein d'autres réseaux sociaux, qui vous laisse savoir que tel ou tel compte, entre guillemets connu, est vérifié, qu'il appartient bien à l'organisme ou à la personne mise en avant sur le profil. Aujourd'hui, sur Twitter, enfin sur X, il y a différents types de certifications, notamment pour qu'on distingue les entreprises, les organisations gouvernementales et les individus, mais justement, à l'échelle individuelle, n'importe qui peut être certifié, à condition de payer. Et vous allez voir que beaucoup de ces décisions récentes vont dans le sens du profit. Là, par exemple, avec cette formule d'abonnement, mais même dans les décisions suivantes concernant l'engagement sur Twitter. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard, par exemple, qu'à l'été 2023, Twitter ait lancé un programme de rémunération pour ses abonnés, basé sur le taux d'engagement de leur tweet? Bon, c'est une question rhétorique, évidemment, parce que ça, c'est une façon de pousser les tweetos à chercher à faire du clic. Parce que le clic, l'engagement, c'est bon pour les affaires. Ça fait vendre des encarts publicitaires numériques. Et on en arrive enfin au cœur du problème, à ce que j'évoquais un peu plus tôt, le modèle économique. Et fondamentalement, moi, ce qui me dérange, c'est pas que ces entreprises veuillent faire de l'argent. Ça, c'est juste normal. Le problème, c'est que les entreprises, par essence, sont amorales. Et donc, si les incitations économiques ne sont pas alignées sur un modèle vertueux, bah, elles nous entraîneront forcément avec elles vers le précipice. Imagine a world where no one believes anything that's true. Everyone believes the government's lying to them. Everything is a conspiracy theory. I shouldn't trust anyone. I hate the other side. That's where all this is heading. The political earthquakes in Europe continue to rumble, this time in Italy and Spain. We in the tech industry have created the tools to destabilize and erode the fabric of society in every country all at once, everywhere. You have this in Germany, Spain, France, Brazil, Australia. Some of the most developed nations in the world are now imploding on each other, and what do they have in common? Et c'est là où on en arrive aux conséquences de ce modèle économique. La recherche d'un engagement optimal sur les réseaux sociaux, ça nous pousse vers des choses qui sont pas belles. De la provocation, de la radicalisation, de la haine, du trolling excessif. Et le problème, c'est que tant qu'on est engagé, c'est-à-dire tant qu'on reste sur la plateforme, bah leurs propriétaires, ils s'en foutent un peu de savoir si ça nous rend malheureux ou pas. Eux, tant qu'ils s'y retrouvent, financièrement j'entends, bah ça leur convient. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cet épisode « Elon Musk veut manger ton cerveau ». Parce que depuis un an, je trouve qu'il est vraiment dans une position très douteuse sur le plan éthique. Il veut faire de Twitter une entreprise pérenne, quitte à nous manger le cerveau à tous. Et toutes les décisions qu'on a évoquées avant, elles vont dans ce sens, elles contribuent à faire de X, de Twitter si vous préférez, un environnement toxique. Et cet environnement toxique, il va me permettre d'en arriver à un peu de philo, enfin, avec un premier extrait que je vais vous lire, c'est tiré des Pensées pour moi-même de Marc Aurèle, je cite, « Ne te borne pas seulement à respirer avec l'air qui t'environne, mais à penser désormais avec l'intelligence qui environne tout. La force intelligente, en effet, n'est pas moins répandue partout, et ne s'insinue pas moins en tout être capable de s'en pénétrer que l'air en tout être qui peut le respirer. » Alors comme souvent je préfère préciser pour pas qu'il y ait de malentendus, là ce que je dis c'est pas que moi je suis malin et que ceux qui réagissent à chaud sur Twitter ils sont cons. Au contraire, cette référence à Marc Aurèle, elle est plutôt là pour nous encourager collectivement à être moins cons sur Twitter. Parce qu'on est tous très très cons sur Twitter. Les réseaux nous rendent cons, Twitter en tête. Mais justement, ce que nous dit Marc Aurèle, c'est qu'en fait on n'est pas obligé de se complaire là-dedans. C'est ça qu'il veut dire quand il dit « Ne te borne pas seulement à respirer l'air qui t'environne ». Et c'est d'autant plus intéressant que comme on l'a vu sur les réseaux, l'air qui nous environne, bah c'est plutôt des fumées toxiques. Et je pense vraiment pas que j'exagère en disant ça, hein.
Enfin, je sais pas, faites l'expérience vous-même, si vous allez régulièrement sur X, et essayez de compter le nombre d'interactions polarisantes, agressives ou malveillantes que vous voyez apparaître dans votre feed. À mon avis, ce sera pas très reluisant. Et là encore, je pense qu'il y a une stratégie délibérée de la part de Musk de favoriser l'émergence de ce type de contenu. Pas parce que Musk est méchant, c'est pas ça que je dis, mais parce que son modèle économique l'oriente vers ça. Une des dernières décisions en date qu'il ait prises, c'est que maintenant on pourra plus bloquer des gens sur Twitter, à l'exception de sa messagerie privée. Pourquoi vous pensez qu'il fait ça, Musk? À mon sens, parce que le blocage, c'est pas bon pour le business. Les gens que vous bloquez, par définition, c'est des gens avec qui vous avez pas de bons rapports. Et les mauvais rapports en ligne, ça crée du drama, ça crée de l'engagement. Ça crée du profit. Le problème, c'est que ça crée aussi de la discorde entre les gens. Ça ne facilite pas l'émergence d'une société civile apaisée. Et ça, c'est un problème. En tout cas, si on réfléchit à ces questions en termes philosophiques. Et évidemment, là, je vais pas vous surprendre, mais la seconde référence de cette vidéo, c'est notre ami Spinoza, qui, dans la 4e partie de l'éthique, nous dit la chose suivante. C'est la proposition 40. Je cite. Tout ce qui tend à réunir les hommes en société, en d'autres termes, tout ce qui les fait vivre dans la concorde, est utile. Et au contraire, tout ce qui a introduit la discorde dans la cité est mauvais. Alors évidemment, là, dit comme ça peut paraître un peu expéditif, mais en fait, il y a un raisonnement qui encadre cette proposition, et dans le contexte de l'éthique, c'est tout à fait cohérent. Et la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que je trouve que ces propos de Spinoza sonnent assez justes dans le contexte d'une réflexion contemporaine sur les réseaux sociaux. La promesse initiale d'Internet, c'était celle d'un réseau mondial qui allait nous rapprocher les uns des autres, renforcer nos liens. C'est assez spinoziste comme idée, si on revient à la proposition que je viens de lire. Le problème, c'est qu'en pratique, c'est pas du tout ça qui se passe. Our attention can be mined. We are more profitable to a corporation if we're spending time staring at a screen, staring at an ad, than if we're spending that time living our life in a rich way. And so we're seeing the results of that. We're seeing corporations using powerful artificial intelligence to outsmart us and figure out how to pull our attention toward the things they want us to look at rather than things that are most consistent with our goals and our values and our lives. Et plus je réfléchis à ces questions, plus je me dis qu'on a un peu fait n'importe quoi avec les réseaux sociaux. Dans une certaine mesure, on s'est tous embarqués dans un genre d'expérimentation sociale à grande échelle, et aujourd'hui on en paie le prix. Et c'est pas spécifique à Twitter, YouTube et TikTok par exemple ont des défauts très similaires, et on y constate année après année l'émergence de ce même type de tendance à l'entre-soi, la diabolisation du camp d'en face, l'ironie et le trolling permanent. Et parenthèse là-dessus, mais ça aussi c'est un problème. Le fait de vouloir parler de sujets sérieux en étant pas sérieux, bon, d'une part c'est un peu puéril, mais en plus, ça aussi ça participe à faire accélérer cette roue de hamster géante que sont les réseaux sociaux, et dans laquelle on est tous en train de courir un peu en permanence. Troller ses contradicteurs ou ses opposants politiques, c'est peut-être rigolo sur le moment, mais ça participe à introduire de la discorde dans la cité, pour reprendre les mots de Spinoza. Et justement, j'ai un deuxième extrait de l'éthique à vous lire, qui va encore une fois dans ce même sens, c'est tiré de l'appendice de la 4e partie, je cite, « Il est utile aux hommes au plus haut degré de se lier entre eux, et de former de tels nœuds que tous les hommes tendent de plus en plus à n'être qu'un seul homme. En un mot, il est utile aux hommes de faire tout ce qui contribue à maintenir entre les hommes des relations d'amitié. » Et pour ramener ça à notre sujet actuel, dans ce que je vois dans mon feed sur Twitter, enfin sur X, y a pas grand chose qui contribue à maintenir entre les hommes des relations d'amitié, je suis désolé. Alors je sais pas, peut-être que ça vient de moi, dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire, peut-être que finalement c'est ma faute et que vous avez une expérience fondamentalement différente sur les réseaux sociaux. Mais si c'est pas le cas, si vous vivez un peu la même chose que moi, je pense qu'on pourra sûrement tomber d'accord sur le fait qu'il faut qu'on lutte collectivement contre ça. On n'est pas obligé de laisser Musk manger nos cerveaux. Et comment lutter contre ça? En essayant d'être plus charitable avec les gens avec lesquels on est prêt à discuter de sujets difficiles, et puis sans doute aussi quand c'est pas possible de discuter, en revenant à une forme de stoïcisme. Et je fais pareil sur YouTube d'ailleurs. On m'a déjà demandé pourquoi j'avais pas répondu à telle ou telle critique liée à une de mes vidéos. Et en fait ça va dans le même sens. C'est pas que je réponds pas parce que j'ai rien à leur répondre, sur le fond. C'est juste que j'ai pas envie d'aller respirer des vapeurs toxiques. Et sur ce point, j'ai une dernière citation de Spinoza, qui est un petit peu acide, j'avoue, qui servira de conclusion à l'épisode. Là encore, elle est tirée de la 4e partie de l'éthique, c'est la proposition 70, je cite, « L'homme libre, qui vit parmi des ignorants, s'efforce autant qu'il est en lui de se soustraire à leurs bienfaits. » Spinoza.